qui est assez troublant et paradoxal à un certain degré, c'est que cette individualisation des mœurs qui semble être la progression quasi inexorable de nos sociétés se traduit là par un développement d'un conformisme. Oui. Ce n'est pas soi-même qui fixe le critère de l'accomplissement, mais le regard des autres, le fait qu'on ait des suffrages et aujourd'hui, très concrètement, des likes oui, bien sûr. Sur les réseaux sociaux. Dans les sociétés occidentales de l'après-guerre, les réponses à la détresse, qui naguère encore passaient par le réconfort prodigué par la communauté et la famille, sont de plus en plus livrées sous forme de comprimés. Le recours aux pilules a pris une ampleur inouïe. Hugues Lagrange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS et sociologue. Vous avez publié récemment La peine et le plaisir, dépression, addiction et obésité. Et l'extrait que j'ai lu était tiré de l'ouvrage précédent, qui est le premier volume en quelque sorte, Les maladies du bonheur, aux éditions PUF. Pourquoi avez-vous écrit cela ? Alors l'histoire est un peu longue, je vais la faire un peu plus courte. J'ai fait beaucoup de séjours en Inde et je travaillais dans la continuité de mes activités antérieures sur les quartiers pauvres et très précisément les slums en Inde. Et puis l'association avec laquelle je travaillais, parce que je maîtrise pas les langues indiennes, a vu son financement coupé. La municipalité a repris plus ou moins les activités. Et je me suis trouvé, j'avais pour presque 6 mois en Inde et en suspens d'activité. Et j'avais déjà un penchant à la dépression, je ne le cache pas, c'est une chose qui me suit depuis longtemps. J'ai un peu plongé dans la dépression à la suite de la rupture de l'activité avec cette association. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et ma préoccupation avec l'Inde, j'ai jamais été indianiste, c'était comparer une société très collective dans laquelle l'individu est inséré dans de multiples hiérarchies, depuis la famille jusqu'aux castes, etc. Et les sociétés occidentales, d'une façon très grossière, un peu sur la progression de l'individualisme. Et alors, déprimant comme ça, je me suis dit, je regarde sur Internet et je commence à regarder autour de la dépression. Et je vois quelque chose qui m'a complètement déclenché, c'est dans les premiers constats, une réflexion anglo-saxonne autour du Global Burden of Disease, charge globale des maladies, qui montrait en gros une chose très très forte, c'est-à-dire le passage des maladies infectieuses aux maladies non communicables, aux maladies on pourrait dire idiosyncratiques, le cancer, les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, toute une série de choses qui dépendent, qui sont individuelles. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est un formidable indicateur de l'individualisation. Et ça m'a fait, ok, et je suis entré sur ce terrain que j'ignorais largement. Oui. Aucune formation médicale. Démontrer l'individualisation par l'individualisation des maladies. Voilà, ça a été ça le déclencheur d'une assez forte conversion dans mes sujets de recherche en tout cas. Et d'où justement la réponse elle-même individuelle en quelque sorte de la pilule et du comprimé dont vous parliez dans la citation que j'avais lue en introduction. Oui. Comment expliquer son essor aussi significatif et de quand le datez-vous ? Alors, l'essor date certainement aux États-Unis très clairement du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a toujours une petite avance, on pourrait dire une dizaine d'années d'écart entre ce qui se passe du point de vue de la modernisation aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Donc là aussi. Et dans ce lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
on diffuse aux États-Unis une drogue qu'on appelle Miltown, et dont le nom scientifique, si je ne me trompe, est Meprobamat, et qui est en fait un anxiolytique qui combat l'anxiété. Mais néanmoins, on n'a pas cette idée aux États-Unis que le problème au lendemain de la guerre est l'anxiété. Cette drogue existe pour des raisons que je ne sais pas sur le plan de l'évolution des productions des laboratoires pharmaceutiques, mais donc le diagnostic qui est fait à ce moment-là, je dirais par la grande majorité des psychiatres américains, est plutôt un diagnostic autour de la névrose, pas la névrose obsessionnelle, plutôt de névrose de culpabilité. Et je me suis interrogé, je me suis dit, mais quand même, pourquoi ce diagnostic-là est-il porté dans une société qui est à ce moment-là un des sommets de la prospérité, de la liberté, de l'autonomie de l'individu, que le cinéma, que la musique portent d'une façon évidente? Pourquoi ce diagnostic, dont je sais à peu près qu'il était porté à Vienne, on va dire par Freud et par la psychanalyse naissante, dans une société qui n'a rien à voir entre 1895 et 1920, disons, une société donc, qui n'a rien à voir avec la société américaine. Et donc, pourquoi des pilules? Bon, pour une part, parce que précisément la société américaine répond d'une façon technologique, et la pilule est un moyen, il ne suppose pas de remettre en scène ou de favoriser l'action des communautés. Tocqueville a dit que ça avait été fort, mais enfin, qui sont à ce moment-là, Robert Putnam l'a montré, qui sont en chute libre. Donc la communauté n'est pas une réponse possible. Les pilules, on peut discuter après lesquelles, s'avèrent être des solutions possibles. On se rend compte, et la critique qui est faite de cette envolée de la réponse médicamenteuse par Horvitz et Wakefield. Il critique ça en disant, écoutez, c'est pas vraisemblable. Je crois me souvenir, il faudrait vérifier le chiffre, mais qu'en 10 ans, entre 85 et 95, la consommation de pilules, alors là, il s'agit à ce moment-là des antidépresseurs, a cru de 300%, a été multiplié par 4. C'est pas vraisemblable que dans un laps de temps de l'ordre de 10 ans, la dépression elle-même ait progressé de 300%. Ouais, c'est invraisemblable. Mais, alors, ce qu'on peut discuter, moi j'avais regardé dans les maladies du bonheur assez soigneusement l'évolution de la dépression et de l'anxiété, comme étant les formes de la maladie mentale ordinaire la plus commune. Beaucoup d'indices, et c'est ça le sens de ce que j'ai essayé de montrer, indiquent qu'il y a une progression de la dépression. Alors c'est pas continu, c'est pas monotone, c'est très difficile à avoir sur de longues périodes de temps avec un instrument diagnostique identique. Une continuité, de dire, bah, voilà, on a le même jalon, et puis... mais beaucoup de choses se recoupent, en particulier des analyses par cohorte qui montrent qu'à un même âge, une cohorte plus ancienne, mettons à 30 ans, avait moins de dépression qu'une cohorte plus récente, etc. Donc cet empilement quand même un argument fort qui se retrouve non seulement aux États-Unis, mais dans plusieurs pays d'Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne, des pays scandinaves.
Donc, je suis un peu en désaccord avec Horvitz et Whitfield en disant, enfin, il se passe quelque chose. Mais vous avez raison sur le fait que Big Pharma... Oui, mais outre même Big Pharma, je trouve ça intéressant d'analyser l'évolution de la légitimité en quelque sorte. C'est-à-dire que Oui. il y a une sorte on pourrait parler d'une réduction du civique au chimique. Parce que vous avez parlé de cause civique en disant, en parlant de Putnam, en parlant de l'effritement de la sociabilité, en creux, donc la solitude, la mort des associations qui enserraient l'individu, pas non plus comme en Inde, mais tout de même dans une sociabilité plus forte. Qui le confortait. Exactement. Et donc cette disparition-là fait que, il me semble que la question du civique est moins légitime aujourd'hui, d'un point de vue populaire, disons, que la question chimique, qui, elle, a les atouts de la science, et donc a une sorte de légitimité plus forte. Et en plus, dans une logique, disons, individualisante, la dépendance vis-à-vis d'une pilule est moins humiliante pour l'individu contemporain que la dépendance vis-à-vis d'individus. Ruben Rabinovitch, le psychanalyste et psychiatre, disait une substance ne trahit pas, ne demande pas, etc. Et donc, moi, c'est un peu sous cet angle-là que je trouvais la question intéressante. Oui, allez voir le psychiatre ou pouvoir ou devoir dire à ses amis, à ses proches, je vais voir le psychiatre quand c'est pas l'hôpital psychiatrique, ce qui est carrément plus stigmatisant. C'est un peu dire je suis fou, ou il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, et ça inquiète. Alors qu'on peut prendre discrètement son Prozac. Son comprimé, Et juste sur la massification culturelle du Prozac et également d'autres noms génériques pour des comprimés, même en dehors de la question de la dépression, moi j'avais été très frappé. J'avais été traîné par ma femme devant la première saison de Desperate Housewives récemment. Donc ça doit être fin 90, début 2000 environ dans le contexte américain. Et une des histoires, c'est une des mamans qui vole les comprimés de son enfant. Et je crois que c'est Ritaline. Ou Adderall aussi, je sais plus. C'est un enfant qui a des troubles du comportement hyperactif. Oui, ADH. Et elle se met à en prendre elle-même. Et ce que je trouve drôle, c'est que quand elle en parle à ses copines, donc dans le contexte américain, tout le monde sait de quoi elle parle. C'est-à-dire que les noms génériques sont, comme on dirait, Sopalin ou Frigidaire. Et moi, le français d'aujourd'hui, entre guillemets, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre de quoi elle parlait. Et donc, je trouvais que ça montrait le décalage culturel dans la massification des pilules un peu qui font partie du quotidien dans un contexte américain, plus que dans le contexte français, avec un décalage un peu de chronologie. Et puis, ça pose un problème qui est le problème redoutable. Quand, je vais prendre une métaphore un peu décalée, quand la politique publique se propose d'améliorer l'habitat en construisant des HLM, on prend la décision, on investit et en général, les bâtiments sortent de terre. Quand il s'agit de modifier le comportement des hommes, on le voit aujourd'hui avec la question écologique, c'est plus compliqué. Renoncer à l'usage de sa voiture dans certaines circonstances, ça vous mobilise. Les pilules ont l'avantage c'est simple. Alors, la révolution aussi est venue, peut-être il y a deux aspects là. La révolution relative des années 80 est venue du fait qu'on est passé des tricycliques à ce qu'on appelle, alors le sigle anglais SSRI, inhibiteur sélectif de la recapture. Alors, soit de la sérotonine et de la noradrénaline. Pour être plus clair, c'est essentiellement les neuromédiateurs sans lesquels, à la fois, on serait complètement léthargique, sans tonus, sans activité, et puis, au-delà de ça, donc, c'est... Alors, je crois qu'on les appelle de troisième génération, ces médicaments, ces psychotropes de troisième génération ont un avantage sur les autres. Ils ne sont pas plus efficaces en termes de puissance, ils ont beaucoup moins d'effets secondaires, donc ils sont beaucoup plus tolérables. Pour autant, ces médicaments ne viennent pas
fondamentalement, ni au bout de la dépression, ni au bout de l'anxiété généralisée. Mon expérience personnelle va dans ce sens-là. Ils peuvent apporter des soulagements soit quand le trouble mental s'accompagne de somatisation, de douleurs physiques, et puis donc ils peuvent contribuer. Et donc là, on voit une chose, c'est que s'ils apportaient rien, si c'était purement un placebo, peut-être que les gens auraient fini par se rendre compte, ça ne vaut pas le coup, etc. Mais à partir du moment où leur apport n'est pas nul, ce que démontrent des quantités et des quantités d'articles, alors pas tous fabriqués, pas tous, disons, promus ces articles par les grandes entreprises pharmaceutiques. Et il y en a beaucoup qui sont faits dans des cadres universitaires indépendants, et il y a toujours ces déclarations de non-conflit d'intérêts qui fait qu'on est attentif à ça. Bon, mais donc, là, beaucoup des pilules qui sont sur le marché, des antidépresseurs, ont une efficacité relative, souvent pour les troubles de leur forme la moins grave, mais une efficacité relative, ce qui entraîne deux choses. Un, ils n'entraînent pas de rémission. Deux, il faut continuer à en prendre parce qu'on continue de souffrir. Oui. Donc, une dépendance. Une dépendance. Oui, bien sûr. Enfin, une dépendance. Alors, soyons plus précis sur ce point, ça peut être équivoque. Non pas au sens où, par exemple, les benzodiazépines ou certains entraînent une dépendance, c'est-à-dire il faut augmenter les doses pour la même sensation, mais si on ne prend plus, si on arrête de prendre un antidépresseur de type Prozac, du L'Oxétine, bon, je ne vais pas détailler, la douleur somatique ou l'inconfort ou le sentiment d'être vraiment dans le bleu se maintiennent au plus haut niveau et sont quelquefois durs à supporter. Donc, ok, et je ne voudrais pas opposer toute une série de thérapies comportementales et cognitives qui ont aussi ou la course à pied, ou le yoga. Oui, qui peut avoir d'excellents effets. Un peu de jogging et ça. Donc, chacun bricole avec ça, mais du coup, c'est au long cours. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Justement, donc on a parlé de l'individualisation. Je voulais citer un passage de votre dernier ouvrage, La peine et le plaisir, dans lequel vous évoquez cette question, où vous dites « On ne peut pas se contenter d'une vision nostalgique de la communauté disparue, même si les résultats empiriques forment un faisceau convergent d'arguments en faveur de l'idée que l'isolement social des individus favorise les poussées du spectre dépressif. » Et en plus de cela, vous écrivez également dans cet ouvrage qu'il y a un lien, et dans l'ouvrage précédent, entre individualisation et donc on pourrait dire l'isolement qui peut aller avec, et augmentation des troubles. Comment fonctionne ce lien ? C'est sans doute un des aspects, les moins controversés, les plus consensuels, que le rôle de l'isolement dans le renforcement ou le déclenchement des troubles anxieux et surtout dépressifs. Vous dites dans votre ouvrage que l'individualisation, et vous la datez et vous la géolocalisez, ce que je trouve passionnant, démarre après la Renaissance dans les grandes villes européennes, plutôt protestantes et plutôt au sein de la bourgeoisie. Je trouvais ça très précis comme géolocalisation. Pourquoi est-ce que vous êtes focalisé là-dessus et qu'est-ce qu'on a vu dans l'évolution des troubles dans ce sous-segment sociologique-là ? Un des piliers de la sécurité mentale de l'homme ou de la possibilité d'accepter la condition humaine
On est jeté dans ce monde, on ne l'a pas choisi, il faut faire avec. Donc un des piliers qui a de tout temps aidé l'homme à supporter cette condition, c'est finalement l'espérance religieuse, la consolation que la religion apporte. Bergson le dit bien, très bien dans les deux sources de la morale et de la religion. Ce qui s'est passé en Europe, typiquement, autour du XVIe siècle, avec la réforme et le schisme dans le christianisme, ça a été une bifurcation entre, on pourrait dire, je simplifie beaucoup, et les connaisseurs le trouveront peut-être excessif, mais entre ce qui a été une position catholique assez rassurante, où on dit aux croyants, le prêtre sait de quoi il s'agit, c'est lui qui connaît les textes, ils sont en latin, vous ne comprenez rien en latin, ce n'est pas grave, il est l'interprète des textes, et si vous avez un problème de conscience, vous confessez, et avant la réforme, et ça a été un des objets de la polémique et du schisme, même on pouvait s'acheter le salut avec, en payant pour des messes. Et après, l'imprimerie a tout changé là-dessus aussi. L'imprimerie a tout changé, et du côté protestant, alors je vais parler du côté catholique, on a dit, bon, vous devez lire le texte directement. La traduction de la Bible en allemand par Luther permettait à l'homme du commun de lire le texte. Donc l'injonction qui lui était faite était entrée en cohérence avec la possibilité pratique de... La contrepartie de ça, à la fois chez les luthériens et plus encore chez les calvinistes, avec une institution qui s'appelle les consistoires, c'est-à-dire des assemblées d'anciens qui interrogent la communauté sur ses comportements, qui lui posent des questions morales. Et donc, il y a un terrible poids à ce moment-là qui est porté sur l'individu, qui est, il est seul devant Dieu, il doit s'interroger sur est-ce que j'agis bien, est-ce que j'agis pas bien. La conscience joue un rôle écrasant. Voilà, écrasant. Et ça, c'est très insécurisant. Et c'est là que ça nous porte vers les questions des troubles mentaux. Alors pourquoi le nord-ouest de l'Europe en gros, et alors je ne prétends pas que là on ait complètement expliqué l'un et l'autre. Il se trouve que ce sont des terres, la partie donc alors sud-est de l'Angleterre, nord de la France, Pays-Bas, peut-être le bord occidental de l'Allemagne, sont des zones dans lesquelles l'autonomie individuelle s'est développée de façon la plus précoce, où l'âge au mariage est tardif pour les hommes et les femmes, mais particulièrement pour les femmes, c'est-à-dire que ce sont les individus qui constituent un nouveau couple, qui s'installent à distance de leurs parents. Il y a une individualisation des mœurs, ça va aussi avec une extension une élévation du salaire au nord qui fait que l'économie monétaire prend plus d'importance. L'économie monétaire prend plus d'importance, c'est-à-dire l'économie communautaire en prend moins. Il y a un peu une bascule entre les deux. Donc là, il y a une sphère dans cet espace géographique où à la fois le protestantisme, soit sous les formes qu'il a prises en Angleterre, ou le calvinisme aux Pays-Bas, même s'il y a par ailleurs dans les Flandres un catholicisme de la contre-réforme, et puis le luthérianisme en Allemagne, il y a une coïncidence donc entre l'exigence spirituelle que représente la réforme et une autonomie individuelle plus forte. Autonomie individuelle plus forte, qui veut dire en même temps moindre protection par la communauté.
Absolument, oui. Alors, je ne sais pas si j'ai... Si, bien sûr. Une autre façon de formuler, je pense, la même idée fondamentalement, c'était un peu ce que disait le chercheur en sciences sociales américain Barry Schwartz quand il parlait du paradoxe du choix. Je ne sais pas si vous avez vu passer cet ouvrage, mais il explique que, au même titre qu'il est possible pour un individu de ressentir une absence de choix ou une carence dans la quantité de choix possible, disons, il est également possible pour un individu de ressentir un trop-plein de choix à faire. Parce qu'évidemment, tout acte posé, tout choix posé dévore une énergie psychique non nulle. Certains disent même que, je ne sais pas si c'est vrai, mais que Steve Jobs s'habillait toujours de la même façon pour essayer de retirer au moins un choix dans sa journée. Et donc, je trouve l'idée assez amusante, parce qu'on est assez facilement capable d'imaginer trop peu de choix, mais on a du mal à imaginer ce que pourrait bien vouloir dire trop de choix. L'embarras du choix. L'embarras du choix, mais c'est bien. Et c'est-à-dire que l'embarras du choix, c'est quand même un embarras. C'est-à-dire que c'est embarrassant. C'est-à-dire que et donc Schwartz fait le lien entre ça et l'anxiété, parce que l'anxiété est fondamentalement un rapport à l'avenir et un rapport aux possibilités. L'incertitude née de la pluralité ou de la trop grande pluralité des possibilités. Bien sûr, alors je ne sais pas, ce que vous dites me fait rebondir sur le fait que la modernité ou la période contemporaine a accentué complètement la dissociation entre l'activité du père et du fils, enfin du père au sens de la génération aînée par rapport à la génération cadette, et par conséquent, là aussi, il va s'agir de choisir. Et très concrètement, on voit aujourd'hui que pour les jeunes gens, au terme même pas de leurs études secondaires, mais plutôt un peu après, au début des études supérieures, la question se pose, vers où vais-je dans un monde dont les coordonnées sont plus fluctuantes, plus instables, et indiscutablement, en dehors de la pression des examens en termes de stress, il y a aussi une question d'une espèce d'ouverture de l'avenir qui fait penser à l'idée de Kierkegaard de l'homme au bord de la falaise et qu'il considère comme une source de l'angoisse. Mais alors justement, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le lien entre la perception de l'avenir et les troubles. Et vous, dans vos travaux, de ce que je crois comprendre, mais je vous laisserai clarifier si je dis une bêtise, j'ai le sentiment que donc l'anxiété, c'est un peu ce qu'on disait là, c'est une incertitude vis-à-vis d'un avenir, je dirais, illisible, ou aux multiples possibles fluctuants et incertains, et donc inquiétants. Mais vous parlez aussi, plutôt dans des classes sociales, disons, plus inférieures, entre guillemets, des questions de la dépression chez ceux qui se sentent piégés. Vous utilisez la formule anglaise « entrapment », ceux qui ont le sentiment d'être piégés, de ne pas avoir d'avenir. Et là, c'est comme si le corps arrêtait d'essayer et il basculait dans autre chose. Est-ce que donc l'anxiété, ce serait un rapport inquiet vis-à-vis des incertitudes possibles de l'avenir, et la dépression serait un peu l'étape d'après, qui serait ceux qui arrêtent d'essayer dans un avenir qui paraît bouché? Au risque de dire des choses que les psychiatres considéreraient comme inexactes, mais la plupart des articles que j'ai lus sur anxiété et dépression montrent d'abord, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, ce qu'on appelle la grande comorbidité qui existe entre les deux, c'est-à-dire que les deux se recoupent largement. Et très souvent, l'anxiété, quand elle est forte et qu'elle dure, termine en dépression, c'est ce que vous dites. Voilà. Et dans la majorité des cas, il semble que l'anxiété précède la dépression. Et alors, il y a une chose que j'ai faite dans La peine et le plaisir, ou du moins une recherche que j'ai poursuivie. Quelquefois, je tentais de faire ça, de dire, bon, c'est un phénomène complexe, on n'est pas sûr de bien comprendre. Il y a des expériences simples. Est-ce qu'on peut produire de l'anxiété et de la dépression? Alors, les expériences, forcément, on ne peut pas faire des expériences sur des souris, sur les hommes, du moins pas facilement. Ça pose des problèmes déontologiques. Et puis, alors les souris, encore plus que les primates, parce qu'elles se reproduisent beaucoup, parce qu'elles sont disponibles, se prêtent à ça. Et dans les analyses qu'on voit, alors il y a des quantités de lignées de souris et de rats, les murins,
la jambe urine a des comportements complètement semblables. Et il se trouve que les souris et les rats sont des mammifères et que les structures du cerveau ne sont pas si différentes de celles des hommes. Dans l'analyse, si je puis dire, topographique du cerveau, oui, ça apparaît assez différent, très plat, bon. Mais les différentes zones corticales, limbiques, jouent des rôles homologues et sont bien reconnaissables. Et alors, on s'est posé la question, ou du moins, on a étudié ce qui était un petit peu la situation primordiale, voire primitive, de la formation de l'anxiété. Alors on parle du danger et de la peur. Et typiquement, pour les souris ou les rats, on met un chat pas loin, où il y a l'odeur d'un chat, et on voit les réactions. Et on a des réactions de peur, et puis on a des réactions. Alors, si la présence du prédateur, en l'occurrence le chat, est immédiat, le rat a plus grand-chose à faire. Soit il se fige complètement sur place, soit il détale sans regarder où, en tapant dans tous les obstacles, etc. Et puis, on modifie un peu la situation. Le chat n'est pas visible, n'est pas là, mais peut-être son odeur est présente. Et par ailleurs, la souris et le rat sont dans le cas de chercher de la nourriture. Donc ils ont un intérêt à explorer des lieux. Et donc un motif à être là. Ils peuvent savoir qu'il y a un danger, mais si je ne cours pas le risque, je n'aurai rien à manger. Donc on voit là une autre formation qui n'est pas la peur, qui n'est pas la réaction à la présence visuelle du prédateur, mais qui est de l'anxiété, c'est-à-dire une appréhension sur un possible. La possibilité d'un danger. La possibilité d'un danger. Et on voit, alors l'analyse physiologique, etc., montre que c'est pas exactement les mêmes zones, le septum est impliqué. Je ne vais pas entrer dans ces détails d'ailleurs que j'ai un peu moi-même oubliés. Mais donc l'anxiété se présente comme une crainte d'un danger qui n'est pas défini, qui n'a pas un objet précis, mais qui est une sorte de flou vis-à-vis de l'avenir. Parce qu'elle est liée à une possibilité et non pas à une présence réelle, une présence immédiate d'une menace. Et donc, on a concrètement pu établir les corrélats neurophysiologiques de l'anxiété. Et on a pu établir des indicateurs pour mesurer cette anxiété. Entre autres, alors il y a l'histoire du labyrinthe élevé, une espèce de plateforme sans garde-fou, sur lequel l'animal est amené à s'aventurer. S'il est anxieux, parce qu'il n'y a pas de limite qui rend la chose plus lisible. On sait que les souris aiment bien le noir, aiment bien les endroits fermés, etc. Donc là, on voit bien, on peut mesurer, suivant le temps qu'elle passe dans ces endroits pour elle inquiétants, on a une mesure de l'anxiété. Puis pendant longtemps, on n'avait pas de mesure de ce qui pourrait ressembler à de la dépression. C'est pas évident, hein, je veux dire, les souris, on ne peut pas avoir d'échange verbal. Oui. Et finalement, c'est à travers des épreuves différentes, qui est la confrontation d'une souris mâle ou femelle à une souris mâle dominante agressive pendant des jours et des jours répétés, 5 minutes de combat où la petite souris se fait écraser. La petite souris se fait écraser. Et ça définit quelque chose. Au bout d'un moment, elle est après mise dans une cage séparée physiquement, mais l'odeur du dominant est là. Et on a pu mesurer que dans ces cas-là, il y a une espèce de désespoir qui s'installe. D'abattement où ils arrêtent d'essayer. Il n'y a rien à faire.
c'est pas une épreuve équitable, c'est pas un fair game. Oui, oui. Donc ils arrêtent de jouer. Ouais. On arrête de jouer, quoi. Et donc, là, on a mis en évidence quelque chose qui pourrait ressembler à la dépression. On voit bien le passage de l'un à l'autre. À la limite, s'il n'y a eu qu'une épreuve de ce type-là, en tout cas les souris les plus résilientes, celles qui sont, disons, les plus combatives, ben voilà, un épisode qui s'est mal passé, elles ne seront pas déprimées, mais la plupart des autres... Mais parce qu'en fait, la métaphore peut-être, et dites-moi si je me trompe, de l'anxiété, c'est un peu le fait de laisser tourner le moteur. C'est-à-dire que il faut être prêt à partir, à dégainer, à sortir, fight or flight, se battre ou fuir n'importe quand. Et comme pour une voiture et un individu, c'est extraordinairement énergivore. Et donc, passer un certain stade, si c'est inefficace, le moteur s'éteint et personne ne s'arrête. Voilà. On le vit tous dans des circonstances de la vie où on est mis à l'épreuve. Il y a une petite décharge d'adrénaline, ça peut même être stimulant. Oui. Mais il ne faut pas aller... Si le moteur s'emballe, dire « je réponds, je réponds ». Oui. Au contraire, c'est contre-productif. Et donc, un chercheur comme McEwen a mis en évidence ce fait de ne pas être capable d'arrêter la stimulation, c'est-à-dire la préparation de l'organisme à affronter un danger. Si on n'est pas capable d'éteindre le moteur, c'est effectivement une voie vers une anxiété généralisée ou de la dépression et choses. Alors, un sujet que vous abordez avec énormément de finesse dans votre dernier ouvrage, donc La peine et le plaisir, c'est le basculement social des pathologies. Et un peu au même titre que on peut quasiment géolocaliser le début de l'individualisation des mœurs dans, disons, l'Europe plutôt protestante des grandes villes après la Renaissance, on peut aussi géolocaliser le début de certains comportements qu'on voit aujourd'hui dans les classes populaires françaises et les zones, disons, rurales et périurbaines, à des grandes villes américaines, notamment dans l'évolution, par exemple, de certaines drogues dures et de certains stimulants. Pourquoi est-ce que vous avez voulu travailler cette question-là ? Alors, je m'étais attaché dans les maladies du bonheur, donc l'ouvrage écrit antérieurement, à regarder l'évolution dans le temps. Je m'étais posé la question, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une augmentation des choses les plus cristallisées, hein, l'anxiété généralisée et la dépression au sens du DSM, c'est-à-dire du manuel américain qui a inspiré la classification internationale des maladies, donc ce qui est en tout cas le standard, même s'il peut être discuté dans maintes perspectives, mais qui est de fait le standard pratique le plus utilisé. Donc, j'avais pris cette perspective temporelle. Je n'avais pas été sans voir que la dépression et l'anxiété généralisée ne sont pas les mêmes dans tous les milieux. Et à ce moment-là, je me suis posé la question dans La peine et le plaisir, donc l'ouvrage plus récent, est-ce qu'il y a eu effectivement une évolution en termes de milieux sociaux, de prévalence du trouble mental ordinaire. Je laisse de côté les psychoses, la schizophrénie, même les troubles bipolaires, enfin les formes sans doute les plus dures et qui ressemblent le plus à ce qu'on appelait la folie autrefois. Et c'est difficile parce que autant des ouvrages sur l'asile, on en trouve des kilos, autant une sociographie au milieu du 19e siècle de ce qui pourrait ressembler à la dépression et l'anxiété généralisée, c'est compliqué. Ça court pas les rues, c'est pas facile à trouver. Alors, j'ai essayé de rassembler des données et il y a une étude qui m'a paru vraiment convaincante, qui est une étude qui a été faite en Suède dans le fond du golfe de Bothnie, sur plusieurs villages qui ont été l'objet d'une étude psychiatrique psychiatrique et médicale
au long cours, mais autour de la maladie mentale, même si ce n'était pas uniquement des psychiatres qui la faisaient, au long cours, sur 1900-1960. Et on voit bien là qu'il y a un basculement, ce qui est assez étonnant en termes de milieux sociaux. C'est-à-dire que au début, disons, au tournant du 19e et du 20e siècle, dans les classes moyennes, on a un niveau, peu importe le pourcentage, mais un niveau de dépression qui oscille un peu, mais autour, on va dire, de 2 ou 3% de la population. Et à ce moment-là, les travailleurs manuels et les paysans, mais on prend en compte aussi les agriculteurs, ont des niveaux très très faibles de dépression telle qu'elle est mesurée. Et au cours de ces 60 ans, on va voir, dans les classes moyennes, ça reste à peu près uniforme, avec des fluctuations, mais il n'y a pas de tendance à la hausse ni à la baisse, alors que dans les couches populaires, il y a vraiment eu une hausse une hausse des syndromes dépressifs. Et donc ça, c'est quand même une démonstration assez forte, et je l'ai vu corroborée par pas mal d'études moins ample par le spectre temporel qu'elle prenait en compte, mais par exemple des mentions sur les dépressions chez les officiers en Angleterre un peu avant la guerre de 14. Et donc si on prend ces éléments-là pour ce qui est de la pathologie mentale, si on prend un peu ce qu'on sait autour des usages de drogue et un peu l'idée, les intellectuels, les classes cultivées qui essayaient des produits à la fin du 19e et au début du 20e siècle, on a donc là aussi un ancrage. Et puis, pour le troisième élément, puisque je dis que ce sont 3 manifestations, la dépression, la toxicomanie et l'obésité, qui sont en fait des manifestations qui, pour une part, renvoient à un même mal-être. Oui, c'est ça. Donc on a pour l'obésité aussi des éléments, les gros, ça signifiait aussi les riches. L'opulence, l'opulence. Oui. Financièrement et physiquement gras. Voilà, il y avait une correspondance, etc. Donc on a cet ancrage initial où dépression, usage de drogue et sinon obésité, surpoids, etc., sont plutôt le fait des classes dominantes, voire des élites. Et ce dont on se rend compte, et c'est pour l'obésité que c'est peut-être le plus caractérisé, parce que le mouvement de balancier est vraiment total. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a eu un basculement vers les couches populaires. On a depuis 20 ou 30 ans maintenant des enquêtes sociologiques avec catégorie sociale, niveau d'éducation, etc. Et pour l'obésité, il n'y a pas... Pour la dépression, je viendrai après l'obésité, il n'y a pas photo, elle est plus importante chez les moins éduqués, chez ceux qui ont le moins de revenus. Aujourd'hui, dans les années 1990, 2015 ou 20, on a... Alors, pour l'anxiété, je laisse ça un peu de côté, c'est plus compliqué l'anxiété, et on l'a un peu abordé. C'est pas une défaite complètement, non. C'est une vie sous tension. Une vie sous tension, et ça concerne beaucoup les intermédiaires, et ça peut concerner les élites. Mais mettons, la dépression a clairement basculé du côté des couches populaires. La toxicomanie, à travers des voies
assez différentes, une espèce de imprégnation de l'ensemble de la jeunesse, toute classe confondue, à travers des pratiques musicales qui la réunissaient, jusqu'à voir aujourd'hui, dans les enquêtes les plus récentes, aujourd'hui, je veux dire, dans les 10-15 dernières années, clairement, non pas des usages de drogue, mais de l'addiction ou de la dépendance, c'est-à-dire des usages non maîtrisés, eux concernent les moins éduqués, ceux qui sont hors travail et hors études. Les NEET en anglais, oui. Ouais. Donc là, clairement, y compris pour les drogues comme la cocaïne, les amphétamines, qui sont des drogues stimulantes, elles jouent peut-être ce rôle-là, mais elles jouent beaucoup plus pour ces couches populaires, voire marginalisées, le rôle de pansement, le rôle de compensation à une éveine, une difficulté. Vous donnez une sorte de tripartition dans l'usage qui peuvent être faits. Je crois que c'est la première, et elles sont d'ailleurs un peu chronologiques dans le temps, mais la première, c'est drogue d'abord récréative, puis compétitive, puis pansement, mais vous trouvez un meilleur terme que ça aussi dans l'ouvrage, je ne sais plus ce que c'est. Curative. Oui, c'est ça. Okay. Et donc, la cocaïne années 80-90 du trader dans la City à Londres, par exemple, et qui ensuite connaît une sorte de déclassement social, entre guillemets, parce qu'elle va servir une fonction un peu différente dans des sociologies plus pauvres et précaires quelques décennies plus tard. D'ailleurs, à tel point que certains ont théorisé un peu je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de croyance de luxe, qui est de dire qu'il y a des idées que les classes sociales supérieures, entre guillemets, théorisent parce qu'elles apportent du statut social et dont ils ne subissent pas les conséquences. Donc, par exemple, la libéralisation de la drogue, parce que ça peut faire chic de dire qu'on est pour, et dont les conséquences sociales négatives s'abattront disproportionnellement sur les classes sociales inférieures plus tard. C'est-à-dire que vous faites l'éloge de la drogue dans les années 80-90 et de la libéralisation des drogues dures, et les conséquences de ça ne vont pas d'abord s'abattre sur vous, mais sur les générations d'après dans les classes sociales plus pauvres. En tout cas, c'est la trajectoire qui, semble-t-il, a eu lieu avec notamment des débuts aux États-Unis et ensuite qui traverse l'Atlantique dans les usages et qui ensuite traverse les couches sociales françaises. Et vous faites d'ailleurs la même trajectoire pour l'usage de la cigarette. D'abord les grandes villes américaines, on se souvient des publicités, des films évidemment à Hollywood qui mettaient ça, qui glamorisaient la chose. Puis ensuite, ça traverse l'Atlantique. Ça prend le bateau et ça devient quelque chose dans les grandes villes européennes tout à fait chic et fréquentable. Et ensuite, quand les classes sociales supérieures arrêtent de fumer, c'est le moment où les classes sociales inférieures s'y sont mises. Et aujourd'hui, on se souvient de la phrase de Gérald Darmanin qui parlait des Français qui fumaient des clopes et qui roulaient au diesel. Ça devient quelque chose de connoté dans les classes sociales inférieures. Et je trouvais que cette trajectoire était fascinante dans vos ouvrages de ces stimulants et de ces produits, de ces substances. Alors, je crois que sur les trois formes que vous rappeliez de l'usage récréatif, compétitif et curatif, je crois qu'il faut l'attribuer à François Beck, qui a beaucoup travaillé avec l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Je crois que je l'ai repris chez lui, en le créditant de cette... Du coup, ça pourrait être intéressant de les détailler un peu. Récréatif, c'est quel type de profil, quel type de contexte, quel type de drogue ? Je pense que récréatif est ce qui a été le plus interclassiste. Oui. Parce que, je ne sais pas, il me semble que dans les rêves anglaises, je ne suis pas le plus rave, R-A-V-E, oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de milieux mêlés. Et que justement, ça fait partie de ce qui est spécifique à l'Angleterre, les formes de politisation de la jeunesse en Angleterre ont une dimension, enfin vous le connaissez peut-être mieux que moi, très culturelle. C'est-à-dire que
les façons de vivre interviennent autant que le débat d'idées. Oui, sans doute. Et donc, ces rêves qui ont suscité des polémiques et des oppositions politiques, et en particulier une répression des gouvernements en place, étaient des éléments contestataires. Mais des éléments contestataires dans lesquels beaucoup de franges de la jeunesse, populaire et moins populaires ou plus aisées, se retrouvaient exactement comme, je crois, les fans des Beatles ou des Stones ou peut-être de beaucoup d'autres groupes, mais certainement de ceux-là. Les usages compétitifs, c'est assez clairement les couches sociales plus aisées ou, je veux dire, travailler sous en fait. Enfin, je ne suis pas un grand connaisseur, mais... Non, mais c'est ce qu'on voit dans des films avec le rail de coke dans les toilettes entre deux deals signés parce qu'il faut travailler 18 heures par jour et battre le concurrent. C'est ça. Donc là, il y a un aspect homme augmenté, je veux dire. Une performance. Un culte, ce que Ehrenberg a bien développé dans le culte de la performance. Et puis, dans la forme compensatrice curative, je ne sais pas si nous avons... La métaphore du pansement. La forme du pansement. Il y a clairement ce que l'alcool permettait de faire au 19e ou dans une partie du 20e siècle dans les milieux ouvriers, dans les milieux populaires, c'est-à-dire d'oublier le quotidien et d'oublier la douleur de l'existence. La douleur du vivre et de travailler en usine, dans une usine qui n'est pas l'usine actuelle, mais qui est une usine, les mines, la sidérurgie dure. Autrement plus dure, oui. Donc, cette fonction curative qu'occupait l'alcool, ce sont une série de drogues, y compris les stimulants, c'est ça qui est un peu étonnant, qui la jouent. Et ce qui est assez d'ailleurs étonnant, étonnant ou intéressant dans les usages de drogue, c'est qu'on avait au lendemain de la guerre, je disais aux États-Unis des anxiolytiques, on avait aussi en Europe des sédatifs, beaucoup qui étaient utilisés, donc des trucs qui vous mettent down, enfin qui vous calment, qui vous... et on a vu une expansion passant par l'héroïne plus nettement aux États-Unis, mais une expansion du côté des stimulants, cocaïne, amphétamine, se développer ensuite, comme si, je dirais, parallèlement aux antidépresseurs. Le passage sédatif-antidépresseur trouverait un parallèle dans le passage, disons, héroïne-cocaïne, même si l'héroïne est très marginale, mais ou héroïne-cannabis versus cocaïne-amphétamine. Et donc là, monter parallèlement aux antidépresseurs, comme s'il fallait booster les individus d'une société qui est celle des années 80-90, qui ne connaît pas encore les affres que nous connaissons depuis quelques années avec... Justement, sur ça, vous avez cité Ehrenberg dans la fatigue d'être soi, qui doit dater autour de 2000, je crois, de mémoire. 98. Si je me trompe. Il montre assez finement, et d'ailleurs c'est un sujet que vous abordez aussi dans vos travaux, que dans le contexte moral, disons, pré-années 60, il y a encore des névroses et une pression du surmoi, une pression sociale, et la logique est celle du binaire permis-défendu. Des choses qui sont permises, des choses qui sont défendues, et la tension au sein de l'individu se joue là-dessus. Avec les années 60 qui traversent l'Occident et, disons, la libéralisation des mœurs, se passe quelque chose d'assez différent, qui est la logique devient non plus le permis et le défendu, mais le possible et l'impossible. Et donc, suis-je capable de faire X, Y, Z, et non plus ai-je le droit moralement de faire X, Y, Z. Et donc, les pathologies mutent, et à ce moment-là, il utilise la métaphore, on pourrait reprendre la métaphore de l'anxiété et de la clé dans le moteur, c'est qu'à la fin, l'homme est en panne. Il utilise cette expression pour parler du déprimé, c'est un homme en panne. C'est-à-dire qu'il n'a
pas la compétence, la performance nécessaire pour suivre la trajectoire. Et donc, en effet, dans cette logique de performance, logiquement, la dépression prend une place très significative. Oui, c'est ce qui est troublant dans la postérité du freudisme et donc le développement sur très longue période de la psychanalyse, c'est qu'elle a une prodigieuse capacité j'allais dire d'insight, excusez-moi, c'est un anglicisme de lucidité, de pénétration dans la psychanalyse, mais qui, je dirais, a été figé historiquement, et on n'a pas vu que dans ce contexte-là, dans le contexte du XIXe siècle, avec des contraintes fortes, la question du permis et de l'interdit était décisive, comme vous le soulignez. Et puis qu'après, c'est effectivement la question, est-ce que je peux y arriver ? Oui. Comment faire pour... Oui, c'est-à-dire qu'on remplace le coupable par le capable, en quelque sorte. Le glissement se joue là-dessus. Oui, absolument. Absolument, l'homme coupable à l'homme capable. Alors, ça exige des réponses différentes. C'est ce que, oui, je crois, un courant de la psychanalyse, enfin, un courant dominant de la psychanalyse a manqué. Et alors encore plus, je dirais presque hors d'Europe, au Brésil, aux États-Unis, où en quelque sorte l'héritage a été pris tel que. Alors il y a une figure que vous citez de temps à autre dans vos travaux qui, moi, m'inspire beaucoup. C'est une psychologue américaine qui s'appelle Jean Twenge, ou alors Twenge, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, qui a écrit notamment un ouvrage remarquable sur les générations américaines et qui découpe par cohorte, et également plein d'autres sur le narcissisme, etc. Et elle remarque quelque chose que je trouve très significatif et dont vous parlez, qui est que dans la génération dite Z américaine, donc globalement, elle découpe à partir de 95, les naissances à partir de 95, elle note que, alors que ce sont les générations les plus individualisées de tous les temps, peut-être, avec la capacité de customiser, comme on dirait, leur couleur de cheveux, leur genre, leur identité sociale comme jamais auparavant, c'est également la génération qui est le plus extro-déterminé. Alors c'est un terme un peu barbare, mais vous l'utilisez, et qui signifie, si j'ai bien compris, le sentiment de ne pas être maître de son destin et d'être le jouet, disons, de force extérieure. En tout cas, de ne pas avoir son destin en main, en quelque sorte. J'adhère à ce que vous dites, à ceci près que je ne mettrai pas le sentiment, mais plutôt le fait d'être. D'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours consciemment revendiqué ou consciemment perçu. Et ça nous ramène à une question qui touche à l'individualisme et qui a été, à mon avis, particulièrement bien vue par un sociologue américain qui s'appelle David Riesman. Il était prof à Harvard dans les années 50 et il développait ses idées, entre autres, dans un livre qui s'appelle en français La foule solitaire, The Lonely Crowd en anglais. Et il en profitait un petit peu pour interroger ses étudiants et ses étudiantes sur leur pratique. Et il y avait une chose très, très caractéristique, c'est le rapport en particulier des étudiantes avec le téléphone au bout du dortoir. Avec cette chose amusante. Donc, on est très loin des smartphones. C'est en quelle année, à peu près ? Dans les années 50. D'accord. Oui, mettons 55, quelque chose comme ça. Donc, les étudiants, je ne sais pas, en licence ou habitent dans des dortoirs, c'est séparé garçons et filles. Et, un des enjeux pour les étudiantes, c'est il y a un appel. Tout le monde sait dans le couloir du dortoir qu'il y a un appel pour une telle. Une telle, ça fait déjà la 3e fois qu'on l'appelle. Oui. Qu'est-ce que... Une telle, elle cartonne. Enfin, oui. Une grande popularité. Une grande popularité. Alors ça peut être des copines, mais ça peut être aussi des copains. Et
les calls, les appels sont un espèce d'indice de popularité et Eisman se rend compte que pour les étudiantes, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, c'est que l'estime de soi est définie par la façon dont elle est visible dans le regard d'autrui. Ce que vous appelez la survalorisation du regard des pairs. Des pairs, voilà. PAIRS. PAIRS, absolument. Alors que, en gros, fin du 19e siècle, on pouvait penser que pour des jeunes gens qui avaient une certaine exigence, ils se construisaient des idéaux, je ne sais pas, des modèles. Napoléon, c'est peut-être un peu éloigné, mais enfin, un grand capitaine, un acteur célèbre, un écrivain, un capitaine d'industrie, enfin bon. Et puis, ils intériorisaient ce modèle et c'est l'expression de Eisman, ils avaient une espèce de gyroscope qui les guidait. Un gyroscope, c'est quelque chose qui garde sa direction. Comme il y a une roue qui tourne, ça empêche la toux, c'est comme une toupie, ça empêche qu'elle tourne tout simplement, puisque la force centrifuge la maintient. Donc on peut dire il y a un axe qui est donné à la vie et qui, à travers ce modèle de rôle, guidait les actions, en tout cas des plus exigeants. Et puis peut-être en se déclinant dans des couches plus modestes, il y avait des modèles de rôle, ça pouvait être le maître artisan pour un compagnon, etc. Donc là, on est dans une verticalité et dans le fait que c'est pas ce que dit un autre, c'est pas le regard des pairs qui compte, mais c'est le fait qu'on se rapproche ou qu'on est capable de cet objectif. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'être humain a toujours eu besoin, déjà d'un minimum de reconnaissance dans le regard de ses pairs, ça c'est trop intrinsèque pour être pleinement culturel, mais a toujours besoin de mesurer son progrès par rapport à quelque chose. Et donc lorsque l'échelle verticale de progrès par rapport à un idéal s'estompe, l'échelle horizontale, en quelque sorte, de popularité prend une importance plus significative qu'ailleurs. Et ce qui est assez troublant et paradoxal à un certain degré, c'est que cette individualisation des mœurs qui semble être la progression quasi inexorable de nos sociétés se traduit là par un développement d'un conformisme. Ce n'est pas soi-même qui fixe le critère de l'accomplissement, mais le regard des autres, le fait qu'on ait des suffrages, et aujourd'hui, très concrètement, des likes bien sûr. Sur les réseaux sociaux. Et par conséquent, alors, je ne veux pas du tout aplatir le fonctionnement et le rôle des réseaux sociaux. Il y a une chose, alors j'y suis moi-même assez rétif, mais qui m'a frappé, je me suis dit, il n'est pas possible que des dispositifs aient gagné l'audience de milliards de personnes, 2,5 milliards pour Facebook, enfin on peut discuter Instagram, mais je veux dire, c'est des chiffres fantastiques. Il n'est pas possible que ces dispositifs de sociabilité virtuelle ou non en face à face aient gagné une telle importance s'ils ne correspondaient pas à un besoin profond. Besoin de sociabilité. Voilà. Donc, le sociologue est obligé de s'interroger là-dessus. Et à ce moment-là, je dirais presque on bute sur la question de la solitude que nous évoquions il y a un instant. Si il n'y avait pas un sentiment de solitude, conséquence d'un isolement, l'isolement étant la forme objectivée, la solitude étant la perception, s'il n'y avait pas ce sentiment de solitude,
on ne recourrait pas, les réseaux sociaux n'auraient pas flambé, Oui. leur utilisation n'aurait pas... Et en même temps, c'est un peu le paradoxe des réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est un peu le principe de l'eau salée. On se jette dessus parce qu'on a authentiquement soif, donc un vrai besoin dans la métaphore, mais lorsqu'on en boit, ça ne remplit pas vraiment la fonction et on en ressort en ayant plus soif. Voilà. Et je trouve que sur les réseaux sociaux, ça touche à un besoin réel qui est la sociabilité, mais on n'a pas de contact en face à face et on peut plus aisément passer du temps seul chez soi parce que les réseaux sociaux existent, sinon on s'ennuierait beaucoup plus facilement. Et donc on va moins rechercher une véritable sociabilité. Et donc je trouve qu'il y a une sorte d'ersatz dans la chose. Bien sûr. Alors, oui, ce que je voulais dire, peut-être que je n'ai pas été complet là-dessus, c'est que on en dit, enfin, certains en disent le meilleur, en tout cas, le manifeste, et on en dit pique-pendre. Il ne mérite ni cet oxyde d'honneur, ni cette indignité, je dirais peu. Enfin, c'est-à-dire que on ne peut pas prendre les réseaux sociaux, c'est comme encore moins que d'autres techniques. Le réseau social ne définit pas complètement l'usage qu'on en fait. Et dans ces usages, il y a des formes d'appropriation, des formes d'utilisation qui peuvent être non toxiques ou non dépendantes ou peu dépendantes. Bien sûr. Et d'autres qui le sont plus. Et en particulier, on voit bien, y compris par rapport à ce que vous disiez sur la sociabilité, plusieurs études ont été faites. Est-ce que le fait d'utiliser des réseaux digitaux fait qu'on a moins de sociabilité? C'est pas toujours vrai. C'est vrai pour certains, c'est pas vrai pour d'autres. Et on peut être dans un réseau social, on peut être en position d'acteur assez centrale, jouer un rôle dans la sélection des autres membres du groupe, ou au contraire d'être marginal et être un peu à la fois suiviste et, si je puis dire, contraint par son propre réseau. Et je pense typiquement à des situations, j'avais vu des analyses en particulier sur Instagram, où pour des jeunes filles dont l'image physique compte, elles n'étaient pas conscientes du fait que les ingénieurs d'Instagram construisent l'image de telle sorte que leurs copines avec lesquelles elles ont des échanges leur arrivent comme ça, comme des filles super canons, et qu'elles commencent à s'interroger sur elles-mêmes, à se comparer et éventuellement à le vivre mal, voire à déprimer. Et d'ailleurs, je dirais qu'un des meilleurs arguments pour le camp, entre guillemets, de ceux qui disent qu'il y a un lien très clair entre usage massif des réseaux sociaux et troubles, c'est Instagram, la surutilisation d'Instagram chez les jeunes femmes qui mènent derrière à des troubles liés au corps, donc anorexie, boulimie, etc. Et automutilation même dans certains cas. Mais justement, le sujet des réseaux sociaux m'intéresse beaucoup parce que je ne sais pas si vous avez vu passer l'ouvrage de Jonathan Haidt, donc Génération anxieuse, qui est un ouvrage qui a été publié il y a un an, traduit récemment, qui est très bon et donc qui insiste sur ces choses-là. Mais il me semble que une des faiblesses de cet ouvrage, qui, pour faire simple, met la crise de la santé mentale quasi intégralement sur le dos du numérique, des écrans et des réseaux sociaux, c'est que ça finit par adhérer un peu à ce qu'on pourrait appeler la théorie du Facebook émissaire, si vous me permettez la formule, et ça n'explique pas pourquoi, premièrement, l'explosion de la dépression prédate la massification du smartphone. Vous donnez des chiffres années 90, 2000 en France, aux États-Unis, alors que le smartphone n'est pas encore là. On peut dire que la télévision était déjà là, mais le smartphone, qui est autre chose, n'est pas là. Et ensuite, ça c'est dans le temps, dans l'espace, ça n'explique pas pourquoi les pays, disons, culturellement protestants, pour faire rapide, ont moins bien réagi à l'arrivée du smartphone en termes de troubles mentaux que des pays un peu plus, disons, holistes ou avec une cohésion sociale un peu plus forte. Et donc il me semble que c'est les deux angles morts de disons, la théorie du Facebook émissaire qui met tout sur le dos des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je voulais qu'on démarre l'émission par l'analyse de l'individualisation, qui est un sujet au plus long cours que simplement l'arrivée de Twitter, pour faire ça. Et donc le paradoxe, et justement ça, peut-être je ne l'ai pas complètement élucidé, c'est que
comment se fait-il que dans des sociétés justement très individualisantes, il y ait par ailleurs une construction des sources de l'estime de soi, et finalement, à travers ça, de l'estime de soi, qui soit liée au suffrage, à l'adhésion, au fait d'être reconnu par autrui, ce qui apparaît comme étant très collectif. Oui, l'individualisation et le conformisme riment étonnamment, quoi. Voilà. Et là, il y a quelque chose à comprendre mieux qui me fait penser à une chose. Je dis ça et j'improvise un peu. C'est le fait, ça est développé fortement par Norbert Elias, dans la dynamique de l'Occident, le fait que la construction de l'État a permis la construction de l'individu. On peut le comprendre d'une certaine façon, c'est-à-dire la société féodale, le village, etc., toutes ces communautés plus proches de l'individu, favorise finalement des fonctionnements collectifs. La référence est dans le groupe proche. L'État, en se chargeant d'une série de fonctions de protection, de sécurité, monopole de la violence, mais aussi tout le système des assurances sociales. Ce système aussi que François Eval développe dans les assurances non sociales, qui, encore une fois, ont un aspect positif. Les accidents du travail sont plus... tant pis pour vous, la poutre est tombée. Vous avez perdu votre bras, au revoir. Vous avez perdu votre bras, on vous indemnise, c'est quand même mieux. Votre famille, vous ne pouvez plus travailler, apporter. Bon, très bien. Mais en même temps, cette solidarité est automatique. Autrefois, celui qui a perdu son bras parce qu'une poutre sur le chantier, une poutre de ciment est tombée, il pouvait essayer, ou il pouvait, la paroisse du coin, les copains, le village, les associations, quelque chose, enfin, des collectifs humains étaient susceptibles, avec une générosité relative, mais ils étaient sollicités pour lui venir en aide. Et l'individu dans le malheur, les sociétés paysannes le savent, c'est les enfants qui constituent l'assurance des parents. Mais là, c'est les... Oui, il y a quelque chose de moins froid que dans la relation avec l'État, avec un guichet, avec un formulaire, avec une assurance privée. Société d'assurance qui est automatique jusqu'à ce qu'elle profile, mais enfin, qui... donc dispense en fait du souci d'autrui. Oui. Parce que il est là, tu remplis le formulaire et puis tu as la compensation, mais en même temps, chacun est exonéré du souci. Oui, car l'impôt s'en charge en quelque sorte. Ouais. J'ai déjà payé mes impôts, j'ai pas besoin de m'occuper de mon prochain. Voilà. Ouais. Donc on voit bien cette ambiguïté qui fait que on peut, en suivant Elias, mais... Oscar Wilde a développé ça aussi d'une façon étonnante, considérer que la construction étatique et l'individualisation ne sont pas opposées, mais ont été de pair. Bien sûr. Alors de là à considérer que les sociétés communistes sont les plus individualisantes... Oui, ça c'est le contre-exemple. mais sinon, ça regroupe bien l'analyse de Tocqueville sur individualisme et étatisme qui s'embrassent à leur façon. Oui. Donc c'est pas une analyse... complètement en dehors des sentiers battus de la philosophie politique. D'autres ont essayé de faire ce lien, et donc il me paraît robuste, ou en tout cas établissable. Mais alors moi, je voulais creuser encore ce lien passionnant entre individualisation et conformisme. Parce qu'en effet, il est très contre-intuitif. On aurait pu s'imaginer que, en individualisant, il y a quelque chose de solipsistique ou d'autarcique, où l'individu n'aurait pas grand-chose à faire de ce que les autres pensent de lui, alors qu'en fait, la réputation et l'estime par les pairs PARS s'est augmentée. Et c'est comme si, au moment du déclin de la fonction paternelle, donc PERE, la légitimité bascule du vertical à l'horizontal et est repris par les pairs PARS, qui, eux, sont ceux qui jugent et donnent à l'individu son estime de soi et son sentiment de légitimité. Et je ne saurais pas très bien comment l'expliquer, mais ce basculement du père au père, du vertical à l'horizontal dans la légitimité,
me paraît être une donnée structurante de la nouvelle situation. Oui. Une horizontalisation des références. Moi, des effets de mode très puissants parfois. Des effets de mode très puissants. Ça m'avait frappé aussi j'ai travaillé un peu durant l'épidémie du Covid et il y a eu une chose qui traduit bien cette horizontalisation et cette fracture générationnelle dans nos sociétés, qui est, en gros, les jeunes gens, dans le cadre de l'épidémie du Covid, disaient, écoutez, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. D'ailleurs, moi, je l'ai chopé. Oui. On est peut-être séropositif, mais conséquence, zéro. Enfin, très peu de... Et puis, ils ne voyaient pas que quand ils allaient rencontrer leurs grands-parents, là, il y avait un peu le baiser de la mort. Enfin, je veux dire... c'est le cas de le dire. Il y avait un risque énorme, mais... Ils le voyaient d'autant moins que les liens entre les générations, sauf dans le cadre familial, mais sont faibles, distendus. Et donc, cette horizontalisation des strates de la société, des strates d'âge, et ce fonctionnement dans des strates d'âge ne semblait pas poser de problème. Il fallait expliquer, oui, mais la contamination se fait justement à ce moment-là, et pour votre grand-père avec qui vous avez échangé... À un niveau, disons, plus prosaïque et biologique, c'est aussi compréhensible que des personnes âgées n'aient pas le même rapport à la maladie que des personnes plus jeunes également, sûr. où il y a le rapport au danger, à la violence, ne sont pas vécus de la même façon. Mais là où j'entends ce que vous dites, c'est que la période Covid, dans son rapport à l'individualisation, a été passionnante à étudier parce que le proche l'était forcément toujours trop, en quelque sorte, dans ce moment-là. C'est-à-dire que le contact était un cas contact. Il y a une pathologisation de l'autre, en fait, dans ce contexte-là, où la communion collective, la poignée de main, devenait une chose néfaste en tant que telle, et je ne suis pas sûr qu'on s'en soit tout à fait remis. Ça a permis à certains de se rendre compte qu'un mode de vie quasi intégralement autarcique aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la livraison à domicile, etc., était à peu près jouable, avec quelques inconvénients, mais somme toute pas écrasants si on a les moyens. Et donc je pense en effet que ça a fracturé encore davantage le lien à la fois horizontal et donc vertical entre les générations. Et alors, donc oui, par rapport à ce que vous disiez, cette accentuation de la stratification par l'âge, c'est un peu le pendant de ce que Putnam appelle des associations qui traversent tout le spectre social et des associations qui sont des associations sur une base élective. Ce qui caractérise les réseaux sociaux et ces formes de sociabilité où on cherche du consensus, c'est pas le consensus de tout le monde, mais c'est le consensus de la société élective qu'on fabrique. Et c'est peut-être comme ça que s'articule individualisme et finalement conformisme ou soumission ou acceptation du regard d'autrui. C'est que les regards qu'on sollicite et les likes qu'on appelle sont ceux d'un certain nombre de gens qui comptent pour vous ou pour lesquels vous les comptez. Ce qui est une reconstitution. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que ça fait plus société au sens où le village, on ne choisit pas son voisin, on ne choisit pas, etc. Là, ce sont des gens choisis. Oui, une sociabilité voulue. Une sociabilité triée. Élective, choisie, triée. Donc, les consensus s'organisent dans un système sélectif. Et donc, le problème de la cohésion sociale se pose. Et si ça ne pose pas les mêmes problèmes aux jeunes, ça pose aux strates d'âge plus élevés des problèmes parce que à travers les réseaux, vous ne communiquez pas
avec d'autres strates d'âge. Donc, ça ne fait pas société au sens où... Oui, bien sûr. Et alors, juste pour illustrer, pour terminer ce sujet, les effets de mode, j'avais parlé à un restaurateur et il m'expliquait à quel point il pouvait avoir... il avait plusieurs restaurants dans Paris. Il suivait un peu les évolutions de près comme ça. Il pouvait y avoir un restaurant qui était pris d'assaut parce que sur TikTok, par exemple, une certaine façon de préparer un repas ou un certain plat en particulier pouvait être viral, comme on dit. D'ailleurs, la métaphore virale est amusante dans le contexte pandémique. Et à ce moment-là, être submergé et avoir une file d'attente immense. Et puis, 2 semaines après, plus rien. Et donc, quelque chose de très, très liquide dans des mouvements de foule donc horizontaux qui basculent d'une passion à une autre. Et je trouvais que ça illustrait un peu l'aspect instable et qui, à sa façon, participe aussi à l'anxiété dont on parlait tout à l'heure. Parce que les mouvements de foule sont assez durs à prévoir et massifs. Et donc, l'avenir en lui-même devient assez dur à prévoir. Et donc, on se met à la place du restaurateur qui ne sait pas si demain il aura 300 clients ou 3. Et donc, je trouve que cette dynamique de fluidification des rapports sociaux, d'accélération, de fragmentation, participe à sa façon aussi à l'anxiété ambiante. Certainement, l'incertitude. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Beaucoup moins que nos ancêtres qui le payaient par une sorte de rigidité et de pesanteur sociale, mais au moins pouvaient s'imaginer très bien le métier qu'ils feraient dans 50 ans, parce que ce serait celui de leur grand-père, pour faire simple. Tandis que nous, demain est toujours un point d'interrogation et ça ne va pas sans faire des souris anxieuses. Je disais que vous étiez très transdisciplinaire parce que vous avez fait de la science politique, vous avez une thèse en sciences politiques, vous avez fait des mathématiques. C'est un ouvrage, les deux là, qui mêlent... Peu de mathématiques, au fond. Sociologie, neurologie, biologie, psychologie, un peu de psychanalyse également. Mais néanmoins, je vais quand même devoir vous arracher une recommandation de lecture de gré ou de force sur un ouvrage que vous recommanderiez particulièrement, peut-être sur les questions qu'on a évoquées dans cet entretien. Je peine à répondre. Mais vous avez peut-être celui de... J'avais cité Plomine, mais parce que, au fond, et ça tient aussi à ma façon de travailler aujourd'hui, je fais de l'analyse secondaire. Je lis énormément d'articles. Ça tant que sent, je peux, qui viennent justement de généticiens, de biologistes, de psychologues, de sociologues aussi. Je ne méconnais pas cette discipline. Je dirais que j'aurais quelques peines en dehors de gens qu'on a un peu cités comme étant un peu des gens qui constituent des pivots pour ma réflexion, comme Norbert Elias, qui, je crois, avait fait des études de médecine, en tout cas comme ça, et connaissait bien la psychanalyse, et comme ça, bon... Le processus de civilisation ? Oui, ou l'ensemble. Je me suis rapproché de la pensée de Bergson. Je veux dire, Bergson est un des philosophes français qui... Alors, on pourrait dire Bergson, Merleau-Ponty, peut-être, mortaux, et donc il n'a pas produit tous les ouvrages qu'il aurait pu produire. Moi, ce qui me frappe par rapport au maître à penser de ma jeunesse, Sartre notamment, c'est que Sartre, Simone de Beauvoir et tout un courant de la pensée philosophique, de la réflexion intellectuelle, particulièrement en France, était hostile à toute connaissance du corps. Oui. Et je dirais même sur le plan de l'exis corporel, de la façon de se présenter. Oui. Sartre, c'est pas un mec carré, c'est sûr, oui. On le voit pas. De très désincarné, entre guillemets. Oui. Complètement. Simone de Beauvoir énonce d'une façon très forte « on n'est pas femme, on le devient ».
ce qui est la négation du fait qu'il y a des dispositifs, notamment hormonaux, qui distinguent radicalement les hommes des femmes et qui font que, en amont de toute socialisation, des orientations sont inscrites et informent nos tout premiers comportements. Un psychosociologue britannique, Baron Cohen, le dit sur l'intérêt des garçons pour des objets qui tournent et qu'on ne trouve pas. Donc, un constructivisme très poussé chez eux. Un constructivisme absolu, pour moi, a été... oui, c'est la force de vos travaux, justement, de réencastrer, entre guillemets, la conversation dans le corps, en quelque sorte. Oui, et de relier le sociologique et le biologique. Ça m'a beaucoup troublé, cette façon française, et encore extrêmement présente à travers le structuralisme. Très cartésienne, en fait. Très cartésienne. Un dualisme âme-esprit. Et qu'on trouve chez Lévi-Strauss. Alors, elle est particulièrement troublante chez Lévi-Strauss parce que le rapport des sexes est évidemment décisif dans sa compréhension des relations sociales, des relations entre les groupes sociaux. Et il y a un moment où on se dit, mais comment il peut poser ce rapport des sexes sans le relier à une corporalité, une corporéité? Il y a quelque chose... Et on pourrait en parler longuement, mais sinon, pourquoi est-ce que plus largement, c'est utile pour ma génération, dont on a un peu parlé dans l'entretien, de lire et de se mettre ou de se remettre durablement à la lecture? Pour vous, ça va tellement de soi, mais pour la mienne, il faut réexpliquer les choses. Oui, et... pour une raison fondamentale, c'est que un des paradoxes auxquels nous sommes confrontés est le fait que notre dispositif neurophysiologique, notre séquence génétique n'est pas fondamentalement différente de celle de l'homme d'il y a 40 000 ans. Il y a eu des mutations, le rythme des mutations est lent. En gros, cet homme avec un cerveau de 1800 cm3 à peu près, et une station verticale, une liberté des membres, le pouce opposable, etc. Et pourvu du langage, ce qui reste un demi-mystère, parce que il y a toujours un débat sur est-ce que le langage est acquis, est-ce qu'il est déjà précablé, débat avec Chomsky notamment. Mais donc, il y a un dispositif qui est quasi invariant, et nous sommes confrontés à une mutation de l'environnement que nous avons créé, y compris une altération de cet environnement dramatique, ce qui fait une tension énorme. Le dispositif, on voit encore dans les troubles mentaux une expression de cette peur archaïque de l'homme face au prédateur. Oui. Donc, alors, comprendre ces tensions-là implique le contraire de la pensée clip du cut, de l'extrait, petit morceau de l'extrait. Elle implique de s'inscrire dans la durée, ce qui, peu ou prou, conduit à lire. Oui. La lecture, en effet, c'est forcément une pause dans la journée, en quelque sorte. C'est une certaine lenteur, et c'est un ralentissement, ce qui est aujourd'hui à la fois difficile et donc précieux à la fois. En tout cas, Hugues Lagrange, merci infiniment, c'était passionnant. Je redonne les titres de vos ouvrages qu'il faut eux aussi lire. Les maladies du bonheur, paru en 2020 au PUF, et La peine et le plaisir, dépression, addiction et obésité, dans la même maison d'édition, paru il y a peu. Merci infiniment. Pour ceux qui nous regardent encore, abonnez-vous à Transmission. Dites-nous en commentaire qui on devrait inviter en prochain. Et remerciez Hugues Lagrange pour sa disponibilité. Merci à vous. Merci.